Bonjour à toutes et à tous. Ça va pas ça, tu veux pas aller te racheter une voix? Ok, j'arrive, je reviens. Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. La rédaction de Motor Live vous a préparé un beau programme, je crois, avec une ambition, vous sortir du quotidien, vous offrir quelques minutes d'évasion. Et pour cela, Maya Camus s'est rendue aux confins de la galaxie, à Barcelone, en Espagne, pour essayer la 48 de Harley-Davidson, qui se part d'une robe très dark pour 2016. Ensuite, on reviendra sur Terre, c'est la moindre des choses, pour redécouvrir celle qui nous a tous donné des envies de piste africaine, l'Africa Twin. Avant de monter sur celle qu'Honda nous prépare pour 2016, c'est bien de se souvenir d'où elle vient, et c'est Adrien Varane qui a eu cette joie. Pour rester dans les grands espaces, l'ambiance africaine, nous nous rendrons ensemble dans l'Alentejo, une région du Portugal particulièrement belle, où je me suis rendu pour essayer la nouvelle Jeep Cherokee. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la piste, le sable, les chemins de traverse, c'est son truc. Mais pour commencer, c'est sur un autre type de piste que je vous propose de rejoindre Philippe Monneret tout de suite, celle du Castellet pour être précis, où il nous attend, prêt à voir ce que les Yamaha R1 et R1M ont dans le ventre. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Bienvenue sur Motor Live, aujourd'hui à l'essai de Yamaha R1, la version standard et une version un peu plus aboutie, notamment au niveau des suspensions, des suspensions qui sont pilotées électroniquement. Et puis aussi sur cette machine, beaucoup de pièces en carbone et un réservoir en aluminium. On va déjà rouler avec cette version standard. C'est parti! C'est quand même une moto hyper sophistiquée en termes d'électronique, en termes de puissance, c'est la même. La différence entre la M et la version standard avec laquelle je roule, c'est le pilotage automatique des suspensions. On est sur une machine typée route, déjà avec les pneus, et puis aussi j'ai les rétroviseurs et la plaque d'immatriculation. Sur circuit, le but c'est de passer le plus vite possible devant le radar, et sur la route on reste tranquille. Yamaha a occulté au maximum les phares avec juste une ligne de LED et simplement deux feux lenticulaires installés très bas de part et d'autre de la prise d'air. Avec sa bulle aérodynamique, la R1 gagne en pénétration dans l'air et ressemble diablement à la M1 de MotoGP. Autre surprise avec une selle complètement ajourée pour servir d'aileron et de stabilisateur. Le moteur 4 cylindres de 998 cm3 reçoit le calage crossplane très particulier, des bielles titane, rares sur des motos de série. Une culasse haute compression, une boîte à air de 10,5 litres pour gérer l'admission dynamique d'air forcé, et pour finir, le bloc Yamaha rugi via un échappement intégralement réalisé en titane. C'est une machine très étroite cette Yamaha, c'est vraiment une toute petite moto. Alors bien sûr, cette machine a été développée par Valentino Rossi, énorme champion. Position extra sur cette machine. La particularité déjà de cette R1, c'est le moteur, le calage moteur, qui permet d'avoir beaucoup de coffres à bas régime, puissance qui arrive vraiment à partir de 8005. Ça ressort très bien des petits virages. Et puis surtout, ce modèle est bourré d'électronique, il y a tout. Au niveau de l'électronique de la R1 standard, donc vous avez 4 modes entièrement paramétrables. Le réglage des cartographies moteurs, réglable sur 4 positions pour avoir une moto plus ou moins douce ou plus ou moins brutale en fonction des conditions. Vous avez ensuite le traction control, réglable sur 9 niveaux.
Vous avez ensuite le slide control pour le contrôle de la dérive latérale de la moto, qui est réglable sur 3 niveaux. Vous avez ensuite le quick shifter qui est réglable sur 2 niveaux. Le contrôle du wheeling, donc ce n'est pas un anti-wheeling, c'est vraiment un contrôle du wheeling qui va vous permettre de garder les gaz en grand. La moto va garder sa position sans se retourner. Les principales différences, si on commence par le châssis, sont les suspensions Öhlins. En temps réel, vous avez ajustement, compression et détente des suspensions à l'avant et à l'arrière. Par exemple, sur le circuit d'Eastern Creek en Australie, on a mesuré 40 settings majeurs par tour. Les autres éléments au niveau du châssis, le réservoir aluminium avec une finition brute, ainsi que le bras oscillant. Donc ce sont exactement les mêmes sur la R1 standard, c'est uniquement la finition qui est différente. Au niveau de l'électronique, vous avez le pilotage des suspensions que vous pouvez venir régler au tableau de bord. Et donc vous avez 3 modes automatiques et 3 modes manuels fixes. Au niveau de la R1M, vous avez d'origine ce qu'on appelle le CCU, une centrale de mesure que vous avez embarquée sur la moto qui va vous permettre de faire de la télémétrie sur votre moto d'origine avec un système GPS. Vous l'avez donc d'office sur la R1M, mais vous pouvez l'acheter en option sur votre R1 standard également. Vous allez utiliser donc une tablette, par exemple Android ou Apple, ainsi que les applications gratuites en téléchargement libre, donc qui vous permettra de faire de la télémétrie embarquée, du chronométrage automatique, puis après analyser chez vous tranquillement vos données et essayer d'améliorer vos chronos. Super agréable sur cette machine, c'est la poignée de gaz et la sensation, on a vraiment un énorme feeling entre la poignée de gaz et la roue arrière, et ça sur un circuit c'est hyper important. Et puis bien sûr avec le plus de l'électronique qui permet de pallier parfois à une faute de pilotage, notamment quand on accélère sur l'angle. Il n'y a pas grand chose comme différence entre la M et la version standard. À part la gestion des suspensions, on voit vraiment que cette gestion électronique des suspensions, ça optimise la tenue de route, c'est incroyable, la précision, la rigidité, la facilité. Tout est paramétré, tout est paramétrable, on fait vraiment ce qu'on veut. Il faut être un petit peu calé en ordinateur, ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais bon, il y a un mode pour les vieux pilotes où tout est réglé d'avance. Cette machine, elle dispose d'un launch control. Ça veut dire que la gestion pratiquement automatique du départ, je vais l'enclencher. Comment ça marche ? Je débraye, j'enclenche ma première, je mets à fond, ça se met à 10 000, et là je contrôle avec l'embrayage. C'est pas mal. Beaucoup de coffre déjà à ma régime. Et avec l'anti-wheeling, on laisse à fond. On reste longtemps à plus de 300 km/h pour après aborder le virage de Signe et puis le double droit du Bosset, le virage ultra technique, et là ça accélère. Machine qui est très vive sur les changements d'angle, c'est un vélo, elle est très étroite en plus au niveau du réservoir et de la selle, on bouge très facilement sur cette moto. Prend vraiment à bas régime ce moteur, il est très coupleux, ça vaut vraiment même le coup de passer un rapport au-dessus pour avoir de l'allonge. Au niveau des freins, quand on freine de l'avant, on sent que c'est couplé avec l'arrière. Donc vous avez d'office sur cette moto, sur les deux versions, l'ABS, donc un ABS couplé avant-arrière, donc qui mesure en temps réel l'angle de la moto, qui va vous permettre de distribuer le freinage entre l'avant et l'arrière dans vos phases d'entrée en courbe. Cet ABS n'est pas déconnectable.
Alors, il n'y a pas grand chose d'écart entre les deux machines, entre la M et la standard, mais quand même, hein, au niveau sensation, on sent vraiment qu'on a une moto beaucoup plus précise avec la version M, avec justement ces suspensions pilotées qui optimisent vraiment le réglage idéal dans chaque virage, à peu près 40 fois par tour. Hein. C'est incroyable. Donc on a une machine très aboutie en termes d'électronique. En termes de moteur, c'est sensiblement pareil. On sent beaucoup plus le frein couplé sur la version standard. Mais bon, c'est vrai que si vous n'êtes pas à 4000 € près, ça vaut le coup d'avoir la vraie machine de course. On a l'impression qu'on est sur une machine de course, hein. Le réservoir alu, tout carbone. C'est une machine extrêmement jolie, extrêmement compacte. On a l'impression qu'on est Valentino Rossi quand on roule. Et c'est la machine avec laquelle s'entraîne Valentino Rossi à Misano toutes les semaines. La nouvelle Harley 48 2016 renforce son look Dark Custom et traîne une partie cycle améliorée. Ces changements assureront-ils la pérennité du succès de ce best-seller ? Esthétiquement, pas de révolution, mais un repoudrage ciblé. Le petit réservoir de 8 litres bénéficie d'une nouvelle déco très 70s, avec l'iconique logo Bar & Shield en relief. À l'avant, pas de modification, on retrouve la minimaliste optique ronde. Les rétroviseurs sous les poignées, caractéristiques du modèle, sont petits mais fonctionnels. Les deux silencieux laqués noirs reçoivent des pare-chaleurs chromés spécifiques. Le cache de filtre à air n'est plus ovale mais rond et peint en noir lui aussi. Les jours du cache-courroie, quant à eux, changent de motif. Les anciennes jantes à rayons laissent place à de nouveaux éléments en aluminium à 9 bâtons dédoublés, toujours en 16 pouces avant et arrière, et chaussés de pneus en 130 et 150 mm. Sans oublier une nouvelle selle rehaussée de surpiqûres. Alors la 48 a une ergonomie typique des bobeurs avec des commandes de pied avancées, un guidon assez droit et éloigné, donc on a les bras un petit peu tendus, les jambes sont avancées mais pas trop. C'est vraiment une moto urbaine et un petit peu réservée aux égoïstes puisqu'elle est livrée sans selle passager et que vous devrez vous l'offrir en option. Ce qu'on constate tout de suite sur cette nouvelle 48, c'est la nouvelle selle. Il faut dire qu'ils ont bien travaillé la forme et le moelleux, on est bien mieux assis. On a vraiment l'impression d'être directement assis sur le moteur pratiquement, ce qui fait d'autant plus ressentir les trépidations de la machine. Et d'ailleurs, eh bien, il ne vous montre pas que des désirs dans le creux de vos reins, mais aussi quelques petites douleurs au lombaire.
Le moteur de la Fortiate 2016 ne change pas et l'on savoure toujours le caractère réjouissant de ce V-twin culbuté de 1202 cm3, développant 51 kW à 6000 tours minute pour un couple de 96 Nm à 3500 tours minute. Sa sonorité caractéristique reste relativement discrète et il faudra passer par la case option pour la renforcer. Sur route, on profite du couple moteur, non sans avoir à user de la boîte 5 rapports toujours ferme pour sortir de courbes. La Fortiate demande à être guidée avec une certaine poigne, accuse une petite tendance à élargir et n'accepte pas par nature qu'on rajoute de l'angle en cas de besoin. On vient très vite au bout de la garde au sol. Entre 2000 et 3005, voilà, on bénéficie de ce gros couple. Ce n'est pas vraiment la peine d'aller chercher plus haut. Mais on peut croiser à 130 sur l'autoroute, voilà, à 3500 tours, sachant qu'il en reste un petit peu sous la poignée. Ce minuscule réservoir permet, en roulant raisonnablement, très raisonnablement, de faire à peu près 120 km. Et si vous mettez du gaz, 80 km et basta. Principales améliorations de ce millésime 2016, les suspensions bénéficient d'une nouvelle fourche de 49 mm avec de nouveautés. Les combinés amortisseurs sont désormais réglables en précontrainte grâce à une clé rangée sous la selle. Le freinage, avec ABS de série, est désormais confié à un disque avant flottant, toujours pincé par un étrier 2 pistons comme à l'arrière. Alors on profite de ces améliorations bien sûr pour le confort, on en profite aussi quand on enchaîne les courbes à vive allure. En ville, eh bien, c'est pas ce qu'il y a de plus maniable, bien sûr. Alors le poids est assez important pour son tout petit gabarit, mais le centre de gravité est bas et la hauteur de selle aussi est très basse, donc ça facilite quand même la remontée de fil et les manœuvres à basse vitesse. Le freinage globalement est efficace pour une Harley. Et si l'ABS est un petit peu intrusif, c'est surtout désagréable et ça ne pénalise pas la qualité des ralentissements. Bien née, la Fortiate atteint son bel âge en 2016 et progresse là où elle en avait besoin. Mais elle reste un bobber racé. Loin de convaincre par ses aspects pratiques et ses performances pures, elle séduit avant tout par son look et son caractère. Comme toutes ses sœurs, elle persuade le cœur, davantage qu'elle ne convainc l'esprit. Au milieu des années 80, la mode est à l'évasion africaine. Tout le monde rêve du Paris-Dakar et depuis l'arrivée de sa MXR prototype, Honda domine la course et décline un modèle de série à la portée de tous. L'Africa Twin est née. Le Honda Africa Twin 750 que nous essayons aujourd'hui est un des modèles mythiques de la marque Honda dans les années 90. Une moto qui aura marqué vraiment de son nom et de son esthétique tous les amoureux de grands espaces. C'est une moto qui, plus de 20 ans plus tard, eh bien, a toujours autant de charme et autant d'agrément d'usage. En pleine mode Dakar, elle est parfaitement réussie et fera rêver chaque apprenti aventurier. Gros réservoir, double phare rond, énorme sabot moteur en alu, suspension à grand débattement et cockpit bourré d'instruments.
Elle respire le rallye raid. Même le logo du Dakar est présent sur cette version. Une partie cycle très remarquable par la souplesse de ses suspensions. Avec les grands débattements, on pouvait se permettre d'avoir vraiment une moto très souple qui abordait les difficultés. Et avec le grand guidon, ça fait une moto qui est très maniable, très facile à emmener, y compris, et c'était une vraie prouesse quand même dans les chemins. Si la monte de pneus est adaptée, on n'a vraiment aucune difficulté. Et comme elle n'est pas fatigante à utiliser, il est vrai que pour les voyages, c'était une arme très intéressante et c'est toujours d'ailleurs une moto très plaisante à utiliser. Bien loin du sable africain, c'est une sacrée voyageuse, doublée d'une moto abordable et pratique au quotidien, y compris en duo. Rarement l'homogénéité n'a été aussi évidente dans cette famille des gros trails Look et Dakar. l'Africa Twin est d'abord née en 1988 en 650 cm3, puis passe en 750 cm3 en 1990, avant d'évoluer en profondeur en 1993. Nouveau cadre au centre de gravité abaissé, nouvel habillage et puissance du moteur poussé à 62 chevaux avec toujours un poids contenu à 205 kg. Pour réduire la hauteur de selle et rendre la moto plus compacte, le filtre à air, jusqu'alors sous la selle, migre sous le réservoir. Il est ainsi plus à l'abri des poussières et du sable. On retrouve un moteur V2 très agréable à l'usage, mais surtout un couple très plat, une courbe de couple très linéaire, très bien répartie. Un moteur qui répond présent tout le temps avec douceur, qui repart sous les 2000 tours sans trop de problèmes et sans pilonner. Donc globalement, l'Africa Twin s'est vendue à pratiquement 12 000 exemplaires, toutes générations confondues. C'est une machine très agréable qui a ouvert les horizons, qui a vraiment ouvert la porte aux grands espaces à toute une génération de motards. Et à la réessayant aujourd'hui, on comprend vraiment facilement pourquoi Honda va revenir sur la scène moderne avec une autre machine qui porte ce nom. Avec son nom évocateur, l'Africa Twin voulait vendre le rêve et l'aventure. Elle est restée 10 ans au catalogue Honda et ce n'est pas un hasard si elle a de nombreux nostalgiques. Cet essai nous aura fait comprendre pourquoi. Un gros trail, oui, mais pas un pachyderme, une moto équilibrée, une leçon de maîtrise. Sa renaissance pour 2016 suivra-t-elle les mêmes critères ? Vai paparazzi, allora! Lancée en 2014, la nouvelle Jeep Cherokee profite déjà d'une évolution plus que notable en septembre 2015. Exit le vieux bloc diesel 2 litres de 170 chevaux disponible jusqu'ici, elle est dorénavant proposée avec une nouvelle motorisation signée Fiat. Le 2 litres 2 Multijet 2 disponible en 185 ou 200 chevaux en fonction de la finition choisie. Un moteur pourvu d'un couple important, 440 Nm à 2500 tours minute, qui dote le SUV d'une belle vivacité, notamment hors des sentiers battus. On se retrouve pour un essai d'une nouvelle voiture, c'est ce Jeep Cherokee. Beau SUV déjà. Ce qui tout de suite fait penser à Jeep, c'est cette calandre, le retour à ce qu'était la Jeep
originelle. C'est vraiment à ça qu'on peut la reconnaître, parce que pour le reste, c'est vrai qu'elle est devenue peut-être un petit peu plus consensuelle que précédemment. Elle s'est un petit peu assagie, elle est peut-être un petit peu plus classe aussi. Vous remarquez ces projecteurs très effilés avec la signature visuelle vraiment de ce Jeep Cherokee. On a tendance à dédoubler un petit peu les choses aujourd'hui, hein. C'est très à la mode et c'est vrai que ça donne des faciès un petit peu différents, peut-être un petit peu plus sportifs, un peu plus agressifs. Lorsque l'on tourne autour de la voiture, assez rapidement on découvre ces jantes 17 pouces, chaussées de pneus Michelin, capables de passer aussi bien sur la route que dans les chemins. Une belle signature sur le côté. On voit quand même ce côté un petit peu massif de la voiture avec ses passages de roues très proéminents et puis ses protections en plastique non peint. Assez rapidement, on se rend compte que là, on est peut-être en face d'une voiture qui pourra, si ce n'est faire du franchissement, très clairement, on sent qu'on va pouvoir faire du chemin. Et puis quand on passe à l'arrière de cette voiture, on se rend compte que là aussi, c'est un petit peu moins baroudeur dans l'âme que précédemment, un petit peu plus consensuel, un petit peu plus classe, un petit peu plus premium aussi. Ces feux arrière qui sont placés très très haut, ça lui donne quand même un sacré caractère. On voit une très haute ceinture de caisse et du vitrage qui du coup se réduit un petit peu. C'est plutôt sympa. Et puis alors moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Laissez-moi un petit peu regarder. Et là, vous voyez ces deux énormes sorties de peau béantes. Là, on sent qu'on est face à une voiture normalement qui devrait avoir un caractère assez sportif quand même. En revanche, il y a quelque chose qu'on aurait préféré. Certes, une ouverture électrique, c'est plutôt sympa. Mais le coffre aurait pu être un petit peu plus vaste. Au regard de l'ensemble du véhicule, ça semble un petit peu léger. C'est parce qu'en fait, le coffre abrite la roue de secours. Alors effectivement, ça prend un petit peu de place dedans. Donc là on est sur les chemins, alors je l'ai forcément positionné en position sand mud, c'est-à-dire les terrains meubles, le sable ou la boue. Et ce que je peux déjà moi constater, c'est qu'elle perd absolument pas en confort. C'est-à-dire qu'effectivement ça bouge un petit peu plus que sur la route, parce que le chemin est un petit peu cassant, mais on n'est pas vraiment gêné en fait par les mouvements de la voiture, et surtout il n'y a rien de cassant en termes d'amortissement. Ça c'est un vrai plus, c'est vraiment ce qu'a cherché à faire justement le Jeep, c'est-à-dire garder beaucoup de confort dans cette voiture, même si elle a de vraies capacités, peut-être pas de franchissement, mais au moins pour se balader sur les chemins. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Bon, ce qu'on perçoit tout de suite, c'est cette capacité à prendre un petit peu de dérive assez facilement et puis à être récupéré tout de suite sans aucun problème. On pourrait pratiquement se prendre pour un pilote de rallye au volant de ce Cherokee qui définitivement a de quoi donner beaucoup de fun en fait à la conduite. Dès qu'on sort des chemins battus, ça devient vraiment très amusant, très sympa. On peut rouler relativement vite. Là, regardez, je suis à 60 km/h sur un chemin qui est quand même assez défoncé. Et franchement, ça se passe très bien. Sur route, elle est très agréable cette Cherokee parce qu'elle réserve effectivement beaucoup d'amortissement, beaucoup de confort. C'est très soft quand on roule avec. Et puis c'est pas très bruyant, vous l'entendez. Ils ont vraiment beaucoup travaillé sur la sonorisation de la voiture. C'est vraiment à l'américaine. Les Américains accordent beaucoup d'importance au confort, qu'il soit auditif ou en termes de suspension. Les fauteuils aussi sont très confortables. On sent que c'est une voiture qui a été conçue pour tailler la route, aller loin, tranquillement, de façon assez posée. C'est pas une voiture sportive, même si on met en mode sport. C'est un petit peu lourd, ça garde un petit peu d'inertie dans les virages. Très peu finalement de roulis, mais elle a une petite tendance quand même au sous-virage qui n'est pas désagréable, qui rappelle un petit peu l'ordre quand on commence à prendre la confiance. À mon avis, c'est pas plus mal, parce que c'est vrai qu'on a quand même affaire à une voiture qui se pose là, qui a des dimensions quand même très importantes, et qu'il ne faut pas non plus se croire au volant d'une citadine, même si au final, c'est un petit peu la sensation qu'on a quand on est au volant. On n'a aucune difficulté à la prendre en main. C'est très très simple, parce qu'en fait, il y a une position très haute, donc on voit très bien, loin. Ce capot très long, finalement, n'est pas gênant du tout. Et puis, on a un bel environnement une fois qu'on est à bord, c'est joli. Moi j'aime beaucoup sur la planche de bord ce petit espace
qui permet de ranger des lunettes ou un papier, un téléphone, je ne sais pas, qui est bien intégré dans la voiture avec le petit logo Jeep devant. Franchement, c'est sympa. Les petites surpiqûres sur le tableau de bord, c'est joli aussi. Puis vous remarquez qu'elle n'est pas en reste question connectivité puisqu'on a un lecteur de carte SD, évidemment une prise USB, pourquoi pas un auxiliaire, et on a toujours évidemment la prise allume-cigare 12 volts. Il y a un énorme écran qui est quand même assez colossal. Évidemment, il est tactile. On retrouve tout hein, dans cet écran, le GPS, la radio, la musique, évidemment tout ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, le son est plutôt bon, il faut quand même le signaler. Et puis il y a ce fameux système dont évidemment j'arrive pas à me souvenir du nom. Annabelle ? Mais t'as vraiment pas de mémoire, Eric. T'as pensé à manger du poisson un peu, non? Bah, c'est Jeep Active Drive. C'est ça, Jeep Active Drive, et donc qui permet de gérer totalement la transmission 4x4 de façon totalement transparente hein, pour celui qui est au volant. C'est-à-dire que au moindre petit changement, hein, que ce soit climatique, enfin voilà, on passe sous 3 degrés, les essuie-glaces, on met les essuie-glaces ou des choses comme ça, ça passe en 4x4, le reste du temps ça reste en 4x2 pour évidemment économiser le maximum de carburant possible. Mais dès que la voiture perçoit qu'on risque d'être un petit peu en difficulté, qu'on va avoir besoin de motricité, eh ben, elle passe en 4x4. Ouais, ça c'est quand même assez génial. Quoi. Et donc on n'a rien à faire. Sauf que si on veut, on a cette fameuse molette, le Select Terrain, qui permet de choisir quand même soi-même, donc soit en tout automatique, soit en mode snow, quand c'est très glissant, quand il y a de la neige, un mode sport, qui déconnecte l'ESP, c'est un petit peu dommage, c'est un peu anxiogène, c'est pas que ça soit grave, hein, mais c'est un peu anxiogène, c'est dommage. Pour le reste, c'est vrai qu'il y a plus de réponse à l'accélération et que la voiture est un petit peu plus sportive encore. Et puis donc ce fameux mode sand, mud, qui permet de rouler en terrain meuble, en terre inconnue pratiquement on va dire. Pour autant, les versions traditionnelles, dont les tarifs débutent à 30 950 €, ne sont pas destinées au franchissement. Il faudra opter pour la version Trailwalk Advanced Technology pour cela, et la note sera alors beaucoup plus salée puisqu'elle dépassera allègrement les 50 000 €. Ça va Richard? Excellent. Parce que Richard est à l'arrière. Hein. Il est caché pour pas qu'on le voit, mais il est là quoi. Hein, t'es là Richard. Je vous avais prévenu que vous n'étiez pas à l'abri de passer un bon moment en notre compagnie. Hein. Enfin, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et on doit retourner maintenant dans le monde réel. Enfin, rassurez-vous, on se retrouvera le mois prochain pour de nouvelles aventures. Et puis, vous pouvez toujours nous lire sur motoservice.com, retrouver l'ensemble de nos vidéos sur motorlive.tv et nous emporter partout avec vous, dans votre poche, en téléchargeant Motorlive, le magazine digital sur votre smartphone. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube, Motorlive, sur YouTube, où vous pouvez évidemment liker nos vidéos, les regarder, mais alors à foison, hein, n'hésitez pas. Et pourquoi pas les partager. Faites-vous plaisir. Bye. Attends, je recommence. Donc, hein, c'est comme ça. Ah, faut que je ferme celui-là. Ah, attends, ah, ouais, mais t'as vu, ils ont du mal à se décoller. Hein. J'arrive pas à faire ça, moi, trop.